Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le lancement du réseau 5G en janvier dernier promet de changer la téléphonie mobile et bien plus encore. Votre prochain cellulaire ira plus vite, vous pourrez même communiquer en temps réel, disent les experts, tout comme les objets connectés qui vous entourent. La nouvelle génération du réseau numérique va gagner en bande passante pour offrir une couverture de communication plus rapide, plus homogène, ce qui risque d'ouvrir la porte à de nouveaux usages et surtout de modifier notre environnement connecté. L'avancée de cette nouvelle technologie suscite pourtant certaines peurs et actuellement une campagne alarmiste fait le tour des réseaux sociaux pour stopper le lancement du réseau 5G. L'Organisation mondiale de la santé soutient pourtant qu'aucune étude ne confirme l'existence d'effets sanitaires dus à l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité. Entre espoir de grands changements et craintes, le réseau 5G pose des enjeux liés à la connectivité universelle qu'on nous promet. Comment la 5G changera notre vie ? Nous en parlons tout de suite à Je vote pour la science avec nos invités. Restez à l'écoute. Nous parlons cette semaine du déploiement à venir du réseau 5G et des enjeux liés à la nouvelle génération de communication sans fil. Nous en parlons avec nos invités. J'ai avec moi le professeur Qi Wu, titulaire de la chaire de recherche industrielle sur les technologies sans fil de l'avenir. Il est aussi directeur du centre de recherche Polygram à Polytechnique Montréal. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Bonjour. Bonjour. Je suis en compagnie du professeur Tarek Djerafi. Il est professeur-chercheur à l'INRS au Centre Énergie, Matériaux, Télécommunications. Il est expert des communications sans fil. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Et on est en compagnie de Mathieu Gauthier, il est physicien de formation, il est conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Il travaille sur le bruit environnemental et le rayonnement non ionisant. C'est bien ça? Oui, bonjour. Bonjour, et vous êtes auteur d'un rapport dont on va parler justement aujourd'hui. Donc la 5G, la prochaine génération de réseaux sans fil, promet une couverture plus homogène du réseau de communication et l'arrivée de nombreux objets connectés susceptibles de rendre notre environnement intelligent, comme on le qualifie souvent. Avec la 5G, de nouveaux usages numériques pourraient voir le jour au sein de l'éducation, la surveillance, la défense même, ce qui soulève des interrogations auprès des utilisateurs, particulièrement du côté de la vie privée ou encore de notre santé. Nous ne savons pas encore tout à fait ce que nous réserve cette nouvelle génération du numérique. Tout d'abord, c'est quoi concrètement la 5G ou le réseau 5G dont on parle, professeur Wu? En fait, 5G, on parle de grande connectivité. Je pense que c'est vraiment un mot qui décrit très bien l'arrivée de 5G. Bon, le 5G, dans le contexte ici, c'est qu'on parle de communication, naturellement. On parle aussi des senseurs, voilà, ce qu'on appelle en anglais sensing, tout ça. Mm-hmm. Alors, en même temps, on parle aussi tout ce qui est l'aspect, par exemple, des Internet d'objets, tout ça. Bon, je pense que c'est naturellement de grande connectivité qui couvrait tout l'aspect, toutes les fonctions, et puis qui couvrait tout l'aspect dans la vie quotidienne, tout ça. Je pense que vraiment, ça va transformer la société. Et donc, ça ne sera pas seulement une évolution de 4G, simple évolution, c'est vraiment une transformation de notre façon de se parler, se communiquer, se connecter. En même temps, ce ne sera pas seulement entre les humains, aussi entre les machines et machines, entre les machines et l'objet, tout ça, voilà. Ok, bon, se parler. Professeur Djerafi, c'est quoi la différence entre première G, deuxième G, quatrième et cinquième là, En fait, quand historiquement... Principalement, le but était d'augmenter le débit, donc la vitesse. Historiquement, donc ça a commencé avec la première génération, le réseau GSM qu'on connaît. Techniquement, on a changé des fréquences, des bandes et des types de modulation, mais le but et la vraie différence, d'ailleurs même 5G comme définition, la première variation par rapport à la quatrième génération, c'est surtout cette vitesse et pour permettre toute la connectivité dont le professeur Wu vient de parler, c'est le temps de latence, le temps d'attente. Donc, on parle de communication instantanée. C'est ça, qu'est-ce qui va permettre des applications comme par exemple les voitures autonomes.
Oui, ça c'est le plus attendu. Quelles seront les applications justement? Ça va plus loin que l'utilisation des cellulaires finalement, hein. On parle de voitures, on parle d'objets. Professeur Vous? Enfin, il y a beaucoup on peut imaginer, il y a beaucoup d'applications. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'applications qu'on ne connaît pas aujourd'hui, ok? Mais pour l'instant, on peut visualiser certaines applications déjà. Par exemple, les réalités virtuelles, ok? Donc, parce que présentement, il y a déjà des réalités virtuelles. Le problème, c'est que si on seulement envoie transmission un canal, deux canaux, ou bien un certain nombre de personnes qui utilisent réalité virtuelle, il n'y a pas de problème parce que présentement, on a déjà des capacités de transmission sans fil. Par contre, si on imaginait que tout le monde utilise les réalités virtuelles, qui pose besoin de vraiment des, je dirais que les capacités de transmission, voilà. Et en même temps, c'est que on a besoin aussi de traitements de signal de temps réel, ok. Alors en même temps, ce qu'on a besoin aussi de, par exemple, des transmissions en temps réel. Donc ce qui veut dire, c'est que tout ça, c'est le retard de temps qui devrait réduire considérablement par rapport au système actuel. Oui, ça c'est important. Par exemple, si on est dans une salle d'opération, le médecin est au Japon et opère, il faut que Par exemple, ça se passe en même temps. Tout à fait. Donc, ça veut dire c'est qu'on devrait avoir les réactions en temps réel. Donc, ce qui veut dire c'est que c'est une application qu'on ne peut pas imaginer avec le système actuel. Un rapport de l'Institut national de santé publique du Québec assure que l'exposition aux radiofréquences, on va vivre donc dans un monde de plus en plus interconnecté, donc où il y en aura de plus en plus. Cette exposition ne fait pas l'objet d'effets néfastes sur la santé à court ou long terme quand ça reste dans les limites conseillées par les organismes. Concrètement, M. Gauthier, quels sont les effets du 5G? C'est sûr que c'est difficile à prévoir. On discute un peu on ne sait pas à quel point les différentes applications qui vont être utilisées par la 5G et tout, mais globalement, on s'attend qu'avec la 5G, il va y avoir beaucoup plus d'antennes qui vont être installées. Donc, il va y avoir des antennes qui vont être, on peut imaginer, un peu plus près des gens. Donc maintenant, il y a des antennes à chaque quelques centaines de mètres en milieu urbain, ou un peu plus ou un peu moins selon les densités et les besoins. On peut imaginer qu'avec la 5G, il va y avoir beaucoup plus d'antennes qui vont être proches. Donc ça peut augmenter un petit peu l'exposition. Ces antennes-là n'auront pas nécessairement la même puissance que les antennes des générations précédentes, parce que le but, c'est d'offrir un service un peu plus local, puis rapide, puis avec des caractéristiques un peu améliorées. Mais on peut imaginer que dans l'environnement en tant que tel, ça puisse augmenter légèrement les niveaux d'exposition tout en restant largement en dessous des limites qui sont déjà établies dans le Code de sécurité 6 de Santé Canada. Oui. Votre rapport dit quoi, concrètement, du côté de la santé? Parce que c'est une des craintes des gens, c'est que ça vienne finalement entacher leur qualité de vie. Oui, les deux plus grandes inquiétudes, disons, qu'on a analysées que la population avait en lien avec l'exposition radiofréquence, c'est les risques de cancer du cerveau associés à l'utilisation du téléphone cellulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on parle d'exposition environnementale, puis de qu'est-ce qui vient à cause des antennes de téléphone cellulaire, mais en général, les antennes exposent les gens à des niveaux qui sont vraiment très inférieurs aux limites d'exposition établies, contrairement au téléphone cellulaire. Comme l'exposition dépend de la distance par rapport à la source, les téléphones cellulaires eux-mêmes sont pas très puissants, mais on les met très près de notre tête quand on est en train de faire des appels. Fait qu'il y a eu des études qui ont été faites pour savoir est-ce qu'on est en train de manquer quelque chose dans la science, est-ce qu'il pourrait y avoir un risque à l'utilisation de ces téléphones-là, puis on a regardé il y a plusieurs études qui ont regardé le risque de cancer du cerveau. Puis ce que les études montrent, c'est que dans l'ensemble, il ne semble pas y avoir, cette inquiétude-là ne semble pas être fondée. Ceci dit, il reste encore certaines incertitudes dans les études, ce qui font qu'il y a des études un peu à plus long terme puis de meilleure qualité qui sont nécessaires, qui sont en cours. Mais disons, on n'est pas particulièrement inquiété par ce risque-là à ce moment-là. Oui. Sinon, il y a aussi des inquiétudes sur le phénomène d'hypersensibilité. Les gens qui rapportent, qui disent ressentir des symptômes en lien avec l'exposition aux radiofréquences. C'est des symptômes très variés qui sont rapportés. Puis ça, les conclusions dans la littérature scientifique qu'on analyse, c'est très ferme. Le consensus, c'est vraiment que les symptômes de ces gens-là sont réels. Donc, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin d'être pris en charge médicalement, mais que ces symptômes-là sont pas du tout reliés à l'exposition au champ électromagnétique. Donc, il y a une cause ou une ou plusieurs causes qui sont responsables de ces symptômes-là, mais c'est pas du tout les champs électromagnétiques en tant que tel. Oui, professeur Gerafi, je vous vois hausser les sourcils.
Par rapport aux inquiétudes, parce que vos travaux de recherche portent entre autres choses sur les antennes de télécommunication, donc et l'emplacement de ces antennes-là, qui vont être multipliées. Non, je me joins à Monsieur Gauthier, et puis voilà, donc les standards établis par les différents organismes. Ici au Canada, c'est Industrie Canada ou l'FCC ou l'Union internationale, etc. Donc, ces standards-là ont été basés surtout sur l'effet de chaleur avec un coefficient de sécurité qui est assez énorme. Donc, vous savez, les micro-ondes chauffent. C'est qu'est-ce qu'on utilise dans les fours micro-ondes. Mais le niveau de puissance des 1000 watts dans notre four micro-ondes, là on descend à des milliwatts dans les communications et même plus bas que ça. Donc côté effet de chaleur, malgré quelques études entre parenthèses farfelues, j'utilise peut-être un mot exagéré, il n'y a pas d'effet de chaleur vu que le niveau de puissance est assez bas. Donc on ne va pas chauffer nos tissus, le tissu humain d'une façon quelconque. C'est vrai que voilà, donc des fois on sent la chaleur, mais c'est la chaleur de la batterie ou une des composantes qui chauffe à l'intérieur, mais pas d'une façon indirecte des micro-ondes. Donc bien sûr, aussi, et je me joins encore une fois à M. Gauthier, il n'y a pas d'étude sérieuse à long terme qui dit qu'il y a un autre effet qui vient en jeu. Exemple typique, on parle un petit peu, il y a quelques études sur l'effet, est-ce qu'il y a un potentiel effet sur l'ADN humain ou donc ça reste quand même des choses à faire et à étudier. Et aussi il y a un aspect qu'on va voir avec la 5G, c'est que la 5e génération, c'est que on va utiliser beaucoup de fréquences à la fois. Est-ce qu'un cumul de ces puissances, une superposition ou donc une superposition de ces énergies ou de ces fréquences ou le fait de superposer ces deux fréquences peut créer un effet qu'on n'a pas pris en compte en avant, on ne le sait pas. Exemple typique, je donne une analogie. Vous savez, on nous demande de fermer notre téléphone dans l'avion. C'est une probabilité assez mince vu qu'il y a une superposition avec une interférence, mais on le fait quand même. Mais, par précaution, voilà. Finalement. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Qu'est-ce que ça change finalement de passer de micro-ondes aux ondes millimétriques, je pense, c'est ça, c'est ça le gros changement avec les 5G. Oui, un des changements, oui. Monsieur Gauthier? Oui, mais je pense que un des aspects aussi à garder en tête, c'est qu'il va les ondes similaires à celles qui sont utilisées déjà dans les réseaux en ce moment, autour de quelques gigahertz, vont continuer à toujours être utilisées par la suite parce qu'ils ont des bonnes propriétés, ça pénètre bien dans les bâtiments, contrairement aux ondes millimétriques qui ont des fréquences un peu plus élevées, où est-ce que là, la pénétration dans les bâtiments est moins bonne, puis c'est plus, disons, oui, le signal peut se rendre même s'il y a certains obstacles, là, mais même la végétation peut atténuer les bâtiments et tout. Puis ces ondes-là sont beaucoup absorbées aussi en surface des tissus. Donc, contrairement aux micro-ondes, quand on pense justement aux faux micro-ondes, c'est absorbé sur la surface des aliments quand on fait cuire quelque chose, mais il y a quand même une certaine pénétration. Donc, c'est la même chose. Les très petites quantités d'ondes qu'on retrouve dans l'environnement avec les réseaux de télécommunications sont absorbées dans les premiers centimètres de tissu du corps, puis il n'y a presque aucune absorption en profondeur. Avec les ondes millimétriques, ça va juste être la surface de la peau. Puis les autres tissus superficiels qui vont être exposés, les premiers millimètres qui vont absorber la majorité de l'exposition. Donc ça aussi, plus ce type d'onde-là va être utilisé, plus la manière dont le corps est exposé va changer un petit peu. Fait que là, à ce moment-là, les craintes, entre guillemets, comme on discutait tout à l'heure, qui sont pas réellement fondées, mais sur lesquels on continue quand même à faire des études pour éliminer les petites incertitudes restantes puis avoir une démonstration scientifique encore plus robuste que ce qu'on a en ce moment. Ces inquiétudes-là sur le cancer du cerveau avec des ondes millimétriques, il n'y en aura pas de rayonnement d'ondes millimétriques qui va se rendre jusqu'au cerveau des gens. Là. Ça va tout être absorbé par la peau puis le crâne. Puis sinon, mais c'est de voir à quel point ces ondes-là vont être utilisées en pratique par les gens. Est-ce que c'est juste une question d'utilisation personnelle? Oui, il va y avoir des petits niveaux dans l'environnement, mais en général, c'est l'utilisation personnelle que les gens font de leur appareil
qui va faire qu'ils vont être plus exposés que d'autres? Est-ce qu'on utilise le téléphone cellulaire pour faire des appels 30 minutes par jour, pendant 2 heures, 3 heures? Est-ce qu'on a 50 appareils connectés chez nous, on n'a aucun? Ça va avoir des influences, ça aussi, mais c'est beaucoup basé un peu sur les choix personnels que les gens vont faire d'utiliser ou non ces technologies-là. Finalement, de l'usage. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier, de nous rassurer. Mais il va y avoir aussi l'importance de l'emplacement des antennes porteuses de 5G, ce qu'on appelle des small cells. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, professeur Gerafi? À ce niveau-là, voilà, donc c'est toujours l'aspect qu'il y aura un déploiement assez dense, donc que ce soit à le niveau extérieur. Donc un des aspects et un des apports technologiques pour augmenter le débit tout en utilisant des fréquences beaucoup plus hautes, donc en bande millimétrique, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle des cells plus petits. Donc une couverture, ça nous permet quelque part de diviser l'espace sur des petites cellules. Donc, comme un tapis finalement. Exactement. Donc on va aller diviser d'une façon, vu que l'atténuation et l'isolation entre chaque petite cellule et la cellule adjacente due aux bandes millimétriques principalement. Comme l'atténuation est assez grande, donc on utilise l'aspect qui paraît au début négatif, on utilise cet aspect-là pour aller densifier le nombre d'utilisateurs tout en augmentant le débit. Donc, mais pour arriver à ce genre de performance, il faut augmenter le nombre de cellules. Il faut augmenter le nombre d'antennes. D'ailleurs, au lieu de parler de stations, on parle souvent d'antennes. Donc, et d'un autre aspect, il faut augmenter aussi le nombre de cellules, une par rapport à l'autre. Donc, il y aura donc entre l'espace entre chaque cellule, comparativement à la quatrième génération, probablement 3 ou 4 fois plus de stations. Et pour chaque station, il y aura 3 ou 4 fois plus d'antennes. Même, on parle de plus. En plus de tout ça... Oui, il y a une multiplication. Exactement. C'est ça le vrai problème. C'est que même chez nous, puisqu'il y aura des capteurs, il y a des gens qui parlent de 1000 capteurs par une maison. Enfin, il y en a qui exagèrent. Ça dépend aussi de l'utilisation qu'on veut. Mais c'est fortement possible qu'on aura des capteurs dans nos murs, des capteurs dès la fabrication de l'appartement, des capteurs dans les fenêtres, des capteurs dans les portes, des capteurs dans les frigos, des capteurs dans les télés, des capteurs qui détectent une partie de la santé humaine. Donc tout ça, c'est cette densification et c'est ça qu'est-ce qui fait la crainte et la peur des gens. C'est cet aspect de présence. C'est le premier aspect, en plus de l'aspect sécurité, puisqu'on donne toutes ces informations aux gens. Donc, c'est quand même inconnu, définitivement. Oui, oui. Professeur, vous, la 5G, c'est pourtant pas pour tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de problèmes techniques à résoudre. Oui, il y a beaucoup de problèmes pour l'instant. En fait, c'est vraiment parce que c'est sûr qu'on a vu les démonstrations déjà par beaucoup de grandes compagnies. Mais la réalité, c'est que l'arrivée de 5G pour l'application dans le milieu grand public, je pense que c'est encore loin. La raison pour laquelle, c'est que si on a fait une démonstration, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème parce qu'on a déjà des canaux dédiés pour les transmissions de cette application. Par contre, si tout le monde utilise le 5G, à ce moment-là, on peut imaginer que quand on combine tous les bandes exigées par tout le monde, à ce moment-là, ça va créer une charge extraordinaire, très lourde sur ce qu'on appelle les canaux, par exemple, principaux, des systèmes. Donc, ce qui veut dire, c'est que présentement, le réseau des clés, un réseau principal pour l'instant, n'est pas encore tout prêt pour le 5G, disons, massivement déployé. Alors, présentement, je pense que on attend par exemple, cette année, on a des Jeux olympiques au Japon. Oui, à Tokyo. On peut imaginer qu'il y aura des démonstrations de 5G pour les grands stadiums, par exemple, Et après, il y aura c'est sûr que ce sera, je dirais que ça va marquer le début de 5G pour le milieu public. Présentement, il y a déjà des démonstrations partout dans le monde pour le 5G.
5G. Des fois, il y a des villes qui ont... L'ensemble des villes ils ont déjà utilisé pour le 5G. À mon avis, le 5G, vrai 5G que j'ai envisagé, qui arrivera, je pense que vers peut-être 2025 et tout ça. Oui, 2025. 2025. Oui. Ce qui veut dire, c'est que 2025, dans le contexte ici, c'est que d'ici 5 ans, à mon avis, la technologie, la maturité des réseaux, en même temps, il y a aussi de politique, parce que présentement, il y a aussi des standards qu'on doit attendre, parce que standard, l'année dernière, il y a déjà des standards de clés qui est très important pour mettre en place. Et cette année, il y aura l'autre standard, c'est-à-dire il y aura plusieurs standards qui devaient être installés, ce qu'on appelle qui devraient être proposés par les différentes organisations. Il y aura des normes finalement. C'est ça, il y a des consortiums de 5G qui justement proposés pour différentes choses. Moi, à mon avis, il faut naturellement pour arriver à 5G aussi, il y a le coût. Enfin, il faut comprendre que le système, il faut réduire le coût pour application, disons, dans le milieu public. Ça ne sera pas seulement qu'on aura un 5G à l'appareil 5G, mais il faut réduire le coût. Donc, c'est autre chose. Ouais. C'est quoi le rôle du Canada dans le déploiement de cette nouvelle technologie? Le ministère Bains avait dévoilé son intention de mettre aux enchères des fréquences clés du spectre, justement, pour déployer la 5G. Serge Rapi? Définitivement, c'est le premier critère des standards, c'est cette allocation, c'est comme les radios, quoi. Donc, on donne une fréquence et des bandes. C'est qu'est-ce que quelque part les États partout dans le monde monnaie donc ils donnent ces contrepartie d'argent, quoi. Donc ça c'est un apport d'argent. Donc ces standards sont définis dans chaque pays avec des organismes différents. Ici, bien sûr, entre autres l'Industrie Canada. Les bandes sont les propriétés de notre gouvernement. Oui. Monsieur Gauthier, on est en train de parler de normes et de standards. Est-ce qu'il va falloir aussi revoir certaines normes quand on pense du côté de la sécurité des personnes et de la santé? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Bien, je pense que c'est important. Là, on parle beaucoup d'incertitudes, de difficultés, de déploiement, de comment ça va fonctionner, mais tout ça, c'est important de bien comprendre. C'est des détails techniques du point de vue santé sur comment tout ça va fonctionner en pratique. Ça n'a pas réellement d'impact sur les effets santé. Dans le fond, le code de sécurité 6 de Canada, que ce soit des zones en dessous de 6 GHz, comme on vient de mentionner, qui sont utilisées déjà pour tous les autres réseaux cellulaires, ou des zones millimétriques, il y a déjà des limites d'exposition qui sont là. Puis comme on disait, il y a un gros facteur de sécurité qui est inclus dans ces normes-là pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur la santé qui est possible quand les normes sont respectées. Donc, ces incertitudes-là, ça ne touche pas les effets sur la santé. Puis sinon, le code de sécurité 6 de Santé Canada ou les autres lignes directrices ou normes qui sont équivalentes par des organisations internationales qui revoient la revue de littérature, ils ont toutes à peu près des recommandations qui sont similaires. Puis tous ces organismes-là, ils font des révisions continues de leur ligne directrice, puis à chaque fois qu'il y a des changements dans les études qui permettent de raffiner ces normes-là, de s'assurer qu'ils sont le plus scientifiquement corrects possible. Quand il y a un changement qui est à faire, elles le font. Donc, il y a déjà des processus pour s'assurer que s'il y a des nouvelles connaissances scientifiques qui apparaissent au fil du temps, qu'on puisse mettre à jour ces normes-là. Mais comme je vous dis, on a déjà un facteur de sécurité qui est assez immense, un facteur 50 pour le grand public, là, pour s'assurer que même s'il y avait des petites erreurs dans les calculs, dans les normes, c'est pour ça que le facteur de sécurité est là, pour s'assurer que même s'il y a un facteur 2 d'erreur, qu'on sous-estime l'exposition, mais on a mis un facteur 50 de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet. Donc, tant que les codes sont respectés, tout va bien. Oui. Entendu. L'implantation de la 5G, c'est aussi une question de géopolitique, parce que ça facilite nos relations, ou ça complexifie nos relations avec nos partenaires économiques, les États-Unis, la Chine. Professeur, vous? Oui, naturellement, je pense que c'est un enjeu très important pour le pays, tout ça. Mais en même temps, ça crée aussi l'opportunité, de collaboration. En même temps, je dirais que l'échange, tout ça.
Alors, disons, ça c'est un point très délicat. D'un côté, les États-Unis, par la Chine, ont poussé le 5G de l'autre pour chaque côté, ok, tout ça. En même temps, les pays comme notre pays Canada, et puis en même temps, on a vu aussi beaucoup de pays européens qui ont travaillé très fort pour créer leur propre propriété intellectuelle dans le 5G. Ok, ça c'est très important d'avoir ce qu'on appelle les souverainetés. Il y a beaucoup de mots qui sont utilisés dans le milieu public, dans le milieu politique aussi. Et le problème, c'est que 5G, on peut pas, c'est très difficile de faire par un, disons, seul pays présentement, on peut dire, parce que quand même, on a des supply chain, ok, qui présente, qui fournit des technologies, fournit des composants, fournit de matériel, tout ça, fournit des logiciels, tout ça. Donc, c'est vraiment l'aspect, on peut voir que il faut avoir de collaboration internationale pour qu'on puisse créer un système qui est compatible, en même temps, qui peut être aussi fourni de services au point de vue international. Comme j'ai expliqué, le 5G, ça sera fourni aussi d'activités transnationales. Par exemple, télémédecine, ça sera peut-être, c'est sûr qu'il y aura transnational. Il y aura aussi par exemple, on peut avoir des symphonies, des gens qui jouent, tous les musiciens peuvent jouer en même temps, qui se trouvent physiquement, géographiquement, qui se trouvent dans différents pays, et avec 5G, donc on peut voir tout ça. Alors donc, on peut organiser un concert, disons, un chœur international ça, qui vraiment, chante ensemble. Ça, tout à fait. Moi, je dirais que le 5G, ce sera pas vraiment, on peut pas dire que 5G se va utiliser seulement localement, par exemple, pour seulement la ville de Montréal, ça sera pas le cas. Donc, c'est vraiment, on a besoin de collaboration, on a besoin d'avoir de l'entente internationale, aussi on a besoin d'échanges techniques, économiques, grâce à la 5G. Donc, c'est sûr que 5G nous permet d'ouvrir grand dialogue pour l'avenir. Qu'est-ce que ça deviendra dans le futur? Moi, je pense que c'est sûr que les politiciens doivent jouer un rôle positif, aussi jouer un rôle constructif pour préparer l'arrivée de 5G. Je pense que c'est très important. Oui, c'est un dossier donc à suivre. Donc vous venez de l'entendre, c'était le professeur Ki Woo qui est très enthousiaste. Il est titulaire de la chaire de recherche industrielle sur les technologies sans fil de l'avenir et directeur du centre de recherche à Polygramme à Polytechnique Montréal. Merci beaucoup. Merci. On était aussi en compagnie du professeur Tarek Cherafi, professeur chercheur à l'INRS au Centre Énergie, Matériaux et Télécommunications, et de Mathieu Gauthier, physicien de formation, qui est conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec, qui a écrit un rapport dont on va mettre le lien sur notre site, donc sur notre page. Je vous invite d'y aller. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice.